Salut PA, Salut Alex. est-ce que je te fais une introduction flatteuse comme les autres invités? Bon, tu peux doser un peu, là. Bah PA, j'ai le plaisir que tu sois le cofondateur de la Main Verte. On fait ce projet ensemble et tu as de nombreuses qualités et profils que je pense peu de personnes connaissent. Le OK. plus connu peut-être professeur en agriculture biologique à l'INAB où tu es actuellement. Dans les serres, ouais, où j'enseigne. Est-ce qu'on peut dire spécialité production en serre? Ben, on a beaucoup de misère avec le terme spécialiste, là. Plusieurs collègues, c'est, comment dire, c'est le syndrome de l'imposteur, mais j'imagine que j'en sais plus que la moyenne des gens en général. Tiens, on va dire ça de même. Et excellent. Outre ça, tu as aussi une, ferme florale, avec ta conjointe chez vous. Ouais, Tu interviens dans plusieurs médias, notamment moteurs de recherche pour des chroniques, autour du monde végétal. ouais, de la vulgarisation, scientifique, à la fois agricole, agronomique, mais aussi, au niveau du jardin. Fait qu'écoute, tu gardes, je vais en profiter. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui ont le goût d'envoyer à l'émission Moteur de recherche, pour vrai, les recherchistes font un job exceptionnel, puis c'est toujours le fun d'avoir des questions du public, évidemment, là. C'est le but de Yes. l'émission. Et tu as 2 enfants et outre depuis, quelques années maintenant, donc je disais, on fait le projet La Main Verte, ensemble où on a Ouais, toutes sortes de défis et bien sûr de missions. ouais. Aujourd'hui, on avait envie de parler de bien comprendre ces dates de semis et toute la science du vivant qui est derrière ces dates-là. Qui peut paraître compliqué pour certains, aisé pour d'autres quand on finit par le comprendre, là. Yes, Puis et là, tu c'est ouais. l'hiver, mais bon, ici, moi, j'ai des cultures à maturité, là, fait que ça change un peu comment dire, la perspective, mais c'est ça quand même. J'ai des petits yeux un matin, Alex. Là, hier, il y a eu une tempête de neige. J'étais allé faire de la planche à neige avec mon gars. Puis après ça, le sommeil a été un peu difficile, mais je suis vraiment content d'être là puis de jaser de jardinage parce que là, c'est comme si le printemps s'installait doucement. Pas Je le trouve temps fait le temps se passe et ça s'en vient, là. je trouve ça comique que tu aies ça derrière toi en plein mois de février parce qu'on va parler de date de maturité et donc d'arrivée du printemps, de date de gel et toi tu es dans un monde complètement parallèle. J'aime bien appeler ça Mars là, comme, le film Seul sur Mars. Mhm. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Là, j'ai 2 sachets de semences, Ecoumène et semences du portage, Ouais, qui ont des infos différentes sur l'étiquette et les gens. là, il y a écrit piment, mais des fois, c'est poivron, poivron doux, poivron fort et d'ailleurs, récemment, sur la main verte, on a eu une question d'une dame qui disait: «Bah, moi, je comprends pas, vous affichez des dates de semis, Ouais, 2 semaines avant les autres ouais. et ici, il y a écrit mi-mars sur l'un, sur l'autre, il y a rien écrit d'ailleurs, juste un nombre de jours jusqu'à maturité». Donc parle-nous un peu de cette notion de jour jusque maturité, pourquoi on doit faire des semis d'intérieur et comment on arrive à une date, idéale si elle existe? Bon, ben, en fait, la date idéale, bon, elle existe plus ou moins. Ça reste un chiffre quand même un peu arbitraire. On a plus la notion d'ordre de grandeur que j'aime expliquer qu'un truc très mathématique, même si dans les faits, quand on est habitué à travailler avec certaines variétés ou regarde, on va y aller plus au niveau scientifique, certaines génétiques, ben, à un moment donné, je le sais grosso modo que si je fais mon semis à telle date, ben, le repiquage devrait se passer quelques semaines, quelques jours après. Ensuite, la plantation au jardin, puis la récolte aussi. Tout ça, c'est possible de le calculer de façon mathématique, mais tout en ayant en tête qu'il y a une zone tampon, c'est-à-dire l'influence du climat, de l'environnement, de l'éclairage, de la saison, ce qu'on va plus vivre à l'extérieur Alex, que dans une serre où je suis présentement, où les conditions sont somme toute plus stables. Puis même là encore, si jamais j'ai un hiver, comme cette année, l'hiver a quand même été nuageux là, pendant un bout de temps, puis il a été froid, ben, au pire ici, j'ai de l'éclairage d'appoint ou de l'éclairage artificiel qui me permet de nourrir ma plante pour la photosynthèse. Mais le jour à maturité, ce qui me gosse un peu tout le temps, ou ce qui me chicote, tiens, c'est un terme plus radiophonique. On n'est pas à Radio Cannes, fait que je pense que j'ai le droit de dire de la merde un peu des fois si ça me tente. Là, c'est quand même notre podcast à nous. Normalement, c'est le jour, le délai entre la mise en terre et la récolte. Si je prends un radis, un rabiole ou une laitue, c'est quand même des trucs qui sont assez courts en termes de délai entre le semis et la récolte. Donc là, je peux vraiment me fier à mon sachet de semences.
pour avoir une idée ou un ordre de grandeur entre le temps où je le sème puis le temps où je le récolte. Puis là, j'ai essayé de fouiller un peu, puis je pense qu'il faudrait que je fasse des recherches plus exhaustives, mais le hic, c'est quand on arrive avec des cultures où la phase bébé, la phase de croissance de nos transplants, donc de nos bébés plants, est beaucoup plus longue. Fait que si je prends de la tomate, c'est comme si dans le calcul du jour à maturité sur le sachet de semences, il ne tenait pas compte du fait que ça prend 1 mois et demi à 2 mois à peu près pour préparer un transplant. Puis ça, pour bien du monde, c'est un calcul supplémentaire qui n'ont peut-être pas comment dire, la connaissance pour être certain d'en tenir compte au moment de commencer leur semis. C'est là, je pense qu'on est venu combler un peu des fois avec l'outil dans le calendrier où on explique vraiment aux gens quand partir leur transplant. Donc, je l'explique bien simplement. Les cultures en semi-direct, ça va commencer du semis à la récolte. Les cultures par lesquelles on passe par une phase de production de transplant, ça va se passer à la mise en terre du plant dans notre potager, dans le jardin, jusqu'à la récolte. C'est ça les jours à maturité, donc ça ne tient pas compte de la phase production de transplant. C'est mêlant, honnêtement. Oui, je sais, mais j'ai Ouais. essayé d'être clarifié au plus simple. T'as-tu compris? Oui, oui. Et imagine, on a plusieurs types de piments. On a tomate Ouais. cerise. On a des cultivars. Donc, peut-être que ça mérite qu'on reprécise c'est quoi un cultivar et ses Ouais. variations par et Bon, ben, qu'est-ce que ça change dans mes dates de début? ben là, c'est sûr que c'est beaucoup la vitesse de croissance finalement de chaque plante, dans le fond. Tu sais, là, derrière moi, c'est des plants de tomates cerises. Dans les autres parcelles ou les autres planches plus loin, j'ai des tomates beef, là, de la grosse tomate plus à sandwich, mettons. Le nombre de jours entre la plantation et la récolte pour une grosse tomate, c'est plus long parce qu'elle va être plus longue à mûrir sur le plant. Tandis qu'une tomate cerise, je peux facilement retrancher un bon 2 semaines entre mon délai de semis et de la récolte. Fait que, tu sais, autrement dit, ici, là, pour une tomate cerise, de la mise en terre de la graine jusqu'à la première récolte, j'ai environ un délai de 3 mois et demi, là, de 6 semaines. Pour une grosse tomate, je vais être plus dans les 8 semaines. Là, à savoir, est-ce que je vais toutes les partir en même temps ou les décaler chez nous? Moi, je t'avoue que j'ai plus tendance à dire, quand c'est le temps de partir mes tomates, je les pars tous et toutes, mais pendant la croissance du transplant, je vais essayer de leur offrir des conditions gagnantes pour m'assurer d'avoir des beaux plants, là. Bon, après, il y a les habitudes. On peut prendre des notes ou, comme tu l'as mentionné, l'information sur les sachets de semences. Ça, je l'ai répété de nombreuses fois. Puis là, tu me donnes l'occasion de le refaire ensemble aujourd'hui. C'est lisez-les, là, tu sais, les infos qui sont là. Puis là, tu vois, ce que tu me dis, c'est qu'il y en a un qui donne une information d'une certaine façon, puis l'autre t'amène l'information d'une autre façon. Puis c'est correct, dans le fond, tu sais, c'est chacun un peu leur truc, leur façon qu'ils ont décidé, eux, comme entrepreneurs, entrepreneuses, de dire, ben, nous, c'est cette façon-là qu'on amène l'information aux jardiniers pour qu'ils comprennent, puis quelque chose qui leur semble finalement compréhensible ou qui leur semble digeste. Donc, il y en a qui vont être très précis, d'autres vont être un petit peu plus larges, là. Même si je trouve qu'il y a beaucoup de sachets où ils parlent tous à la région de Montréal, on dirait, tu sais. Ah, ben oui, Il est pas nuancé aux zones de rusticité. non, ben là, tu vois, c'est ça. Si tu y vas avec la date sur le sachet de semences, ben là, tu viens de déterminer une zone en soi. Puis oui, on doit être dans quelque chose comme du 5A, 5B, mettons, tu sais, pour moyenner un peu Mmh. le Québec, là. Si par contre, tu optes pour un nombre de jours, tu sais, là, tu laisses la place à de l'ajustement, que tu sois plus en zone 4 ou en zone 3 ou plus on remonte vers le nord. Oui, tu vois, tu me suis un peu, là. Dans un cas, j'essaie de dicter un peu quand le faire. Tandis que dans l'autre façon de faire, avec le nombre de jours, ce que je fais, c'est que j'invite les gens à le calculer un peu. C'est quand la date de dernier gel ou c'est quand la date où les températures de nuit à l'extérieur risquent de ne plus descendre en bas de 12 degrés pour les cultures plus exigeantes en termes de chaleur. Là, je peux remonter le fil dans mon calendrier pour déterminer moi-même un peu quand je devrais faire mes semis, là. Yes. En tout cas, je trouve que pour moi, le truc que tu as dit qui était le moins intuitif, c'est que quand le nombre de jours jusqu'à maturité est différent, donc Ouais. autrement dit, quand les cultivars, par exemple de tomates Oui. cerises, il y a moins de jours à maturité, ben, en fait, on peut quand même commencer au même moment Oui, parce ben, tu sais, qu'on va les transplanter quand ils sont au même stade de maturité. C'est juste qu'ils vont être amenés à récolte plus tôt dans mon année, là.
Tu sais, le cas du piment fort, puis moi, honnêtement, j'en fais pas beaucoup, là. Tu sais, il y en a qui ont vraiment la passion de. Je fais peut-être une ou deux variétés. En général, moi, je vais les partir en même temps que mes poivrons, là, d'un poivron doux, dans le fond, mais il y a des variétés Mmh. qui sont beaucoup plus longues, tu sais. Puis on s'entend que c'est aussi des cultures à croissance indéterminée, là, tu sais, qui refont des feuilles, des tiges, des fleurs en continu. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, on peut les partir plus tôt. C'est correct. On peut prendre des notes d'une année à l'autre puis s'ajuster en fonction d'eux. Fait que, tu sais, oui, il y a des cultivars qui vont peut-être préférer avoir 12 semaines dans le corps avant d'être plantés au champ, mais il y en a d'autres qui vont être plus dans l'ordre du 10 semaines, comme des poivrons en général. Fait que là, c'est à nous de voir un peu. Nous autres, on a essayé de généraliser pour l'ensemble, tu sais, je te dirais, des piments forts. Mais après ça, y aller au cultivar ou à la variété. Tiens, je vais répondre à ta question. Un cultivar, c'est une variété cultivée. On fait juste inverser préfixe-suffixe. Là. On est capable de se rendre jusqu'à ce raffinement-là ou cette précision-là. Mais prenez des notes parce que d'une année à l'autre, tu risques de l'oublier. Là. Le semis, c'est une fois par année. Si tu jardines pendant 30 ans, logiquement, tu fais juste 30 fois des semis. Là. Fait que c'est pas comme peaufiner une recette de cuisine. Fait que, il y a des chances un Ouais. peu, mais encore là, je reviens sur le fait que nos semenciers, on va même leur donner un qualificatif, nos bons semenciers, ils ont à cœur que ça marche. Fait qu'ils les mettent, les infos, sur le sachet de semences. Fait qu'il faut peut-être en tenir compte. Puis si jamais les gens ils voient des coquilles ou des erreurs, là, je ramène ça à l'application, mais faites juste nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de faire l'ajustement. Là. Je pense qu'Alex, tu fais ça de même à peu près. Et tu sais, tu parlais de bien connaître, ses cultivars mais on a aussi bien connaître son matériel Oui, parce que, je sais pas, moi, par exemple, je sais que mes armoires, elles font comme, 1 pied et demi de haut là, 2 pieds et que si jamais je me trompe et que je lance ça un peu trop tôt, ça va juste être ingérable oui, oui. et la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à tout ce matériel qui entoure les semis, tu sais, la qualité des lampes, la température, l'humidité. Est-ce que, en fait, si jamais j'ai des mauvaises lampes ou que je fertilise mal au moment du repiquage, on va dire, je vais avoir un plan plus petit, mais ça pourrait presque être intentionnel. Tu vois? Comme si on voulait éviter qu'ils grandissent peu. Je Ouais. termine, mon raisonnement pour que tu puisses répondre, autant que tu veux. Mais, j'ai perdu le fil de ma question. Bah, est-ce que je pourrais quasiment ralentir volontairement, Oui, tu vois, pour éviter, oui. Ben, en tout cas, là, c'est multifacteur là, quand même ta question, le raisonnement. Puis écoute, je vais me lancer un peu. Là. Ce qu'on aime avec des plantes en général, puis c'est vraiment le cas même dans des cultures à maturité comme j'ai à côté de moi, c'est d'apprécier la vigueur. La vigueur, c'est la force, le tonus que ta plante dans le fond. mmh Ça, c'est souvent apprécié avec, je ne suis pas capable de l'amener à l'écran, la grosseur de la tige. L'espacement entre les entre-nœuds. Un nœud, c'est là où il y a des feuilles ou des grappes, fait que l'espace entre les entre-nœuds. Si, un plant, ça mange de la lumière, tu sais, en mangeant aussi du CO2 puis en buvant de l'eau avec des nutriments. Si je manque de lumière, bien, lui va chercher la lumière. Puis ça, il y a plein de gens qui l'ont vécu à la maison ou même fait des expériences dans un cadre scolaire à l'école parce que c'est des trucs des fois qu'on faisait en sciences. Mais dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher de la lumière, ils vont pousser en orgueil. Le vrai terme, c'est plus de l'étiolement. Donc là, premièrement, si on veut s'assurer d'avoir des beaux transplants aussi larges que hauts, donc on veut des plants trapus, la luminosité est importante. Après ça, je te dirais avant la fertilité, parce que souvent, surtout si on travaille avec des terreaux bio, si je prends un terreau à repiquage, la part de compost à l'intérieur est plus importante qu'un terreau à semis. Donc, en général, la nutrition dans ce terreau-là est comblée pour l'ensemble des besoins des transplants. En autant que j'éparte au bon moment et que je ne donne pas un mois supplémentaire, dans ce cas-là, je vais être obligé de leur nourrir, ce plan-là, parce qu'il stagne trop longtemps dans son pot puis il va venir tout manger ce qu'il y a comme nutriments à l'intérieur. Donc, ça, c'est raison de plus pour respecter les dates sur les semis puis d'arriver à point avec un beau plan trapu. Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui auraient eu des plants à un stade optimal pour les planter au jardin au mois de mai, mais que dans les fêtes, le jardin n'est pas prêt à recevoir ces plants-là avant le mois de juin parce qu'il y a des risques au niveau des températures extérieures. mh. Puis la température, Alex, je te dirais que c'est elle qui a un effet majeur sur la vitesse de croissance ou, à l'inverse, le ralentissement de la croissance. Fait que si on prend les cultures qu'on a déterminées comme étant germination chaude dans l'application, concombre, poivron, aubergine, tomate, ça va germer là, beaucoup plus efficacement
à 25 degrés Celsius si je moyenne. Là. Il y en a que c'est plus même du 27. Je donne plus de température. Fait que c'est comme un athlète aux Olympiques. C'est comme si je donnais des meilleures conditions pour être actif métaboliquement. Fait que là, lui, il est content, il pousse, mais quand arrive la phase de production de transplant, là, il faut que je les abaisse, ces températures-là, pour ne pas l'inciter à performer métaboliquement puis à être super actif, mais en même temps, il y a besoin de lumière, il y a besoin de nutriments, etc. Fait que si jamais on voit que ça part tout croche, notre affaire, bien, peut-être que là, ça peut être une idée d'abaisser un peu les températures. Mais j'attendrais, là, ça, je ne ferais pas ça au stade cotylédon quand il y a des risques de fonte des Mmh. semis. Je ferais ça sur des plants qui ont un peu plus d'envergure. Puis l'autre truc, ça, je le dis souvent, c'est quand les feuilles se touchent, que ce soit dans les caissettes multicellules quand j'ai une jeune plantule, ou que ce soit dans mes pots, bien là, je devrais espacer mes plants les uns des autres pour éviter que les feuilles se touchent, pour pas qu'ils se mettent une feuille par-dessus la tête un de l'autre puis qu'ils accentuent le problème d'étiolement. Donc, ton étagère pour faire tes semis, c'est génial. Mais après, je ne sais pas, moi, si tu as juste besoin de 10 plants de tomates dans ton calcul de besoin au jardin, puis que tu en pars 40, puis que tu n'es pas capable de te séparer d'un surplus de plants, bien, tu vas avoir un problème parce que ton étagère, tout à l'heure, au stade multicellule, là, l'outil de base, ça rentre. Mais quand tu es rendu avec 40 pots de 4 pouces ou 10 pouces, puis que tu veux les espacer, là, ça va être compliqué. Là. Tu vois, merci d'avoir bien répondu à une question dans laquelle j'ai pataugé parce que en fait, je parlais un peu presque en rigolant de ralentir les plans, mais tu l'as quand même mentionné, quoi. C'est Quand mes possible. plans, ouais, Oh, ça tu peux aller plus vite, tu peux aller moins vite, tu sais, c'est quand même faisable. Fait que, tu sais, ce que je te disais, c'est que ça germe à 25, 26, 27. En phase transplant, normalement, là, on va rester avec la tomate, mettons. J'aime ça 21 degrés de jour, 21 degrés de nuit, super stable. Mais, tu sais, si le plan il est beau puis tu veux ralentir, rien ne t'empêche de le mettre à 19. Puis avec un éclairage aussi suffisant, là, on parle d'un 16-18 heures de lumière, là, tu sais. Puis c'est là que ton étagère, en plus, si c'est combien de centimètres, tu te souviens-tu, l'espace entre deux étages? moi, je crois que c'est comme 1,5 pied, là, 2 pieds. Ouais, c'est ça. Tu es comme à 30-40 centimètres. Bon, mais tu sais, si chez vous, tu as des néons classiques et non des néons au LED, bien, eux autres, ils dégagent de la chaleur, donc tu as une perte d'efficacité de la luminosité sous forme de chaleur. Bien, ça amplifie un peu justement le fait que tu as de la misère à gérer ta chaleur parce que ça l'amplifie, cette chaleur-là. Mmh. Donc là, si tu as de l'espace chez vous, mettons que tu as un grand sous-sol, rendu là, va t'installer une grosse lampe 1000 watts, 600 watts, là, les affaires dans le temps que les poteux mettaient dans les garde-robes. Là. Puis là, mets Mmh. tes pots au sol, évite que tes feuilles se touchent. Puis là, mon gars, tu vas faire des super beaux transplants, mais dans un 4,5, c'est plus compliqué. Là. Avec une paire de lunettes de soleil au passage parce que ça doit bien. Ouais, ça peut être cool en plus, ça donne du style. Regarde, j'ai déjà la tuque, manque juste les lunettes, puis boum, man, Ouais. c'est réglé. Là. En tout cas, je trouve qu'il y a un point que tu as mentionné qui est important, c'est cette notion de métabolisme qui est accélérée par, plusieurs facteurs. Yes. Donc tu as nommé la température multipliée par la lumière Ouais, et ça m'amène au sujet du pire qui puisse arriver. ouais. On dirait qu'il y a 2 situations, étiolés ou beaucoup trop trapus, beaucoup trop grands alors qu'ils sont pas prêts à être transplantés? Ça, je ne l'ai pas vu. Je te dirais, l'inverse des tilleuls, c'est peut-être un plant qui est trop avancé dans son stade de Ouais, c'est ça. croissance. Puis que normalement, mettons de la tomate, tu es supposé être à peu près à 8-10 feuilles. Justement, c'est un plant qui fait à peu près 30 centimètres de haut. Mais là, lui, s'il a tout mangé les nutriments qu'il y avait là-dedans, puis que tu n'es pas capable de lui offrir un pot plus gros, bien là, tu vas avoir des feuilles qui commencent, les feuilles du bas, là, les vieilles feuilles vont commencer à manquer d'azote, à jaunir, des carences en magnésium. Fait que c'est comme si tu avais eu un stade optimal qui fait un plateau pendant quelques jours, puis à partir de là, la qualité de tes transplants diminue. Fait que ça, à la limite, garde, si tu fais le tour des centres jardins au printemps, là, les bons centres jardins, ils ont des super beaux plants. Les maraîchers, les maraîchères qui font des ventes de plants, ils ont des super beaux plants. Mais il y a des fois des places un peu moins axées sur ce métier-là, mettons, des généralistes, là, des quincailleries, tiens, pour les nommer. Eux, ça se peut là, que justement, ça soit passé tout droit parce qu'ils ont gardé ça dans des petits pots. Tu es rendu à Saint-Jean-Baptiste, le plein stagne là, ça fait un mois qu'il aurait dû sortir de ce pot-là. Fait qu'à ce moment-là, la qualité est moindre. Puis tout part d'un beau transplant. Si tu réussis des belles récoltes, il faut que chaque stade soit bon aussi. Après, si tu pars tes plants trop tôt et que tu as fait un premier repiquage dans un pot plus gros, Alex, il n'y a rien qui t'empêche de le repiquer une deuxième fois.
puis d'avoir de la lumière en conséquence, puis là, de rajouter des nutriments puis de fertiliser, ça, c'est possible, là. J'ai déjà vu des centres jardins, puis ça se fait encore, ils vendent des plants avec des Mmh. grappes dessus. Ça veut dire qu'ils ont Ah mais parti, là, eux faut autres, avoir en faut avoir des la tomates. place, le gros pot, la Oui, c'est lumière. L'année dernière dans le balado avec, Pierre-Luc, c'était, la notion de l'ado là, il mange, tu sais, ou complètement. C'est le parallèle, il est là quand même. Puis là, on a parlé de lumière, etc. Mais tu sais, dans des serres comme ici même, on peut rajouter du CO2 dans l'air qui est l'eau, lumière, ben, puis un pigment, la chlorophylle, CO2, c'est ça qui fait de la photosynthèse. Ce qu'on ne fera pas là, à la maison. Mais si tu amplifies toutes ces conditions-là, ben, la croissance est plus rapide. Mais s'il y en a un qui vient à manquer, c'est un peu le principe de l'élément limitant ou de la loi de l'élément limitant de l'eau là, dans un baril, s'il manque une planche sur ton baril de vin, ben, le vin s'écoule. Fait que, autrement dit, s'il manque dans l'équation quelque chose de fondamental pour le métabolisme de la plante, ben, c'est sûr que là, ça va moins bien pour la croissance. donc là, ça serait une petite note: «Mes plants sont trop gros». Ça serait Ouais, peut-être mieux que je retarde une semaine pour l'année d'après mes semis, ça serait un peu ça les notes à prendre, quoi. exact. T'sais. Puis en même temps, j'aime mieux ça, des plants un peu plus gros, un peu plus trapus à grosse tige, que des plants plus fins que là, vient la phase d'acclimatation là, avant de les amener au jardin. Tranquillement, on les expose au soleil. Mais le vent, si tu as des petites tiges qui sont minces, puis que toi, tu es dorlotais dans un sous-sol, dans une pièce chez vous, etc., puis que tout d'un coup, tu le sors dehors, ben, s'il est mal acclimaté, lui, il va trouver que la vie est dure, là. Regarde, on a une question, à l'écran à ce sujet-là. Est-ce que tu planterais un plant étiolé? Complètement. Oui, quand même. Mais j'essaierais d'amoindrir l'étiolement avant, si je suis capable, avant de l'amener au jardin, si possible, justement en baissant les températures, en espaçant les plants. S'ils ont tendance à être un peu moulasses, ben, peut-être qu'un tuteur pour essayer de les garder droits aussi. La tomate, ça, je pense que les gens le savent, mais elle a des poils là, au niveau de sa tige là, qui ont un potentiel de refaire des nouvelles racines. Donc, c'est la seule plante qu'on se permet d'enterrer plus creux en enterrant une partie de la tige qui va faire des nouvelles racines. Je ne fais pas ça avec les autres plantes parce qu'il faut respecter la zone de la motte là, de la terre avec la portion aérienne. On appelle ça le collet sur la morphologie de la plante. C'est comme une zone imaginaire ou arbitraire qui sépare la partie souterraine de la partie aérienne. Fait que sur les autres plants, je ne fais pas ça, mais au moins la tomate, je me dis, je vais tailler les deux, trois feuilles du bas. S'ils ne sont pas belles, encore mieux. Puis quand va venir le temps de le planter au jardin, je vais comme le caler un peu. Mais j'aime bien mieux avoir 8, 10 belles feuilles avec un plant trapu, prêt à faire de la photosynthèse puis à redécoller, que de repartir avec un plant étiolé sur lequel je taille des feuilles puis que je viens Mmh. caler dans la terre. Mais, tu sais, Et là, rendu là, ça, le c'est de la petite optimisation, là. C'est pas grave, là. le petit coup de pouce de fertilisation naturelle, comme on l'a appelé dans le passé, Ouais. est-ce que ça aussi, ça peut aider à réduire l'étiolement sur la fin? Ben, non, en fait, pas nécessairement parce que ça peut l'inciter même à croître, puis que dans les faits, il n'est pas prêt à croître. Puis si l'étiolement est, la tige est mince, normalement, les feuilles aussi vont être moins longues, les feuilles vont être moins dodues. Fait que mes besoins en nutriments ne sont pas nécessairement plus grands à ce moment-là. Fait que ça ne donnera pas grand-chose de Mmh. fertiliser un plant qui est étiolé. Ce qui va vraiment l'aider, c'est plus de lumière, donc espacer les plants, avoir des bonnes lumières, puis peut-être réduire un peu les températures si on est capable de le faire. Et espérer que le printemps arrive, quoi. Pour pouvoir Oui, oui, mais il va arriver, là. Il va arriver, mais tu sais, écoute, moi, comment dire, 5A dans les fêtes, je pense que je suis ascendant 4B, 4A. Moi, j'ai déjà eu du gel le 19 juin, là. Puis, tu sais, là, ouais. 19 juin, là, c'est planté là, depuis une semaine. On avait perdu un peu de pommes de terre parce que c'est une solanacée comme poivron, tomate. La bonne nouvelle, c'est que ton tubercule qui est dans le sol, il a refait des croissances, mais tu sais, il a refait des pousses. Mais j'ai perdu la portion aérienne qui avait déjà germé, là. Mais la tomate, Et tu sais, cette soirée-là, nous autres, c'était la couverture des bâches, des bâches, des bâches, puis on essayait de couvrir le plus possible ou des draps, là, tu sais, pour éviter le gel, dans le mmh. fond. Faut pas essayer de déjouer la nature. Puis avec les changements climatiques, en fait, elle est en train de nous faire des méchantes jambettes parce qu'on a plus d'écarts ou d'extrêmes. Fait que ça, en tout cas, on peut la déjouer. Une serre, c'est sûr que c'est ça que je fais en ce moment ici, là. Mais à l'échelle de mon jardin chez nous, j'ai beau avoir un tunnel, il n'est pas chauffé, mon tunnel. La nuit, là, je veux dire, c'est une toile de plastique là, de 6 millimètres qui fait une différence entre la partie intérieure de ce tunnel-là, comme une mini-serre, là, Alex, puis l'extérieur. Fait que Mmh. ça fait même pas 1 degré d'écart, là. Fait que si j'ai pas de système de chauffage la nuit,
ça vaut rien, là. Tu sais, je ne devancerai pas de 2 semaines ma plantation pour autant, là. Parlons un petit peu du gel parce que moi qui, avec à tes côtés depuis 3 ans, on essaie de peaufiner la pertinence des dates de gel en fonction de la situation de chacun. Ouais, Donc, on sait que la date la plus structurante, on va dire les ouais, 2 chiffres les plus structurants, c'est le nombre de jours jusqu'à maturité. Pour en déduire la partie qui est obligatoirement en transplant, parce que sinon on serait dans un gel, total au Québec du moins. Mais moi qui ai dû informatiser tout ça, j'ai dû ajouter un chiffre qui n'est pas sur les sachets de semences pour améliorer la pertinence et ouais. ce chiffre, c'est un chiffre entre, 2 et -3, on va dire, qui correspond au nombre de semaines avant le gel. Autrement dit, est-ce qu'il est frileux ou pas? Parce Le que tu plan? vois, là, par exemple, la tomate, j'ai +2 au sens où je sais que pour arriver à, 10-15 degrés minimum la nuit dehors, c'est minimum 2 semaines après le dernier gel. OK. Et celui-là, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que à l'inverse, il y a d'autres plantes que tu peux mettre plus tôt parce Ouais, qu'elles tolèrent un gel. Ça change quand même, les mathématiques. énorme. La tolérance au gel et donc si oui ou non, tu peux le mettre dans une serre qui est chauffée, pas chauffée et cetera. Ouais, ben, et puis là, après, ça peut aller loin, là, mais écoute, ce que tu viens de dire là, pour moi, c'est toute la beauté de l'aventure qu'on vit ensemble parce que tu es développeur, tu fais du code, je ne comprends absolument rien à la job de coder, même si j'utilise un ordinateur à tous les jours de ma vie professionnelle et personnelle, tu sais. Puis au niveau agronomique, moi, ce que je te demande des fois, c'est de faire comment dire, des jongleries, puis tu le fais vraiment très bien, là. Fait que tu vois, cette espèce de nomenclature plus 2 moins 2, tu me l'expliques, puis je verrai la ligne de code, puis je ne comprendrai pas c'est quoi, là. Tu sais, puis là, écoute, je vais en rajouter une couche, tiens, on va rester dans l'agronomie. C'est que tu as les risques de gel, puis tu as les risques de petit gel, puis de grand gel. Fait que, Ouais. autrement dit, on sait qu'il y a des plantes qu'à -1, -2, ça le fait, tu sais, ils vont passer au travers. Puis à -5, là, écoute, c'est trop fort pour elles, c'est just too bad, là. Le stade aussi, tu sais, le jeune plant qui n'a pas eu le temps de développer assez ses tissus au niveau cellulaire, ben, il risque d'y passer aussi, même s'il serait réputé comme étant tolérant à certains gels, dans le fond. Donc, c'est des sciences qui deviennent un peu acquises là, au fil du temps. Je me cherche un bout de feuille, là. Tiens, un petit morceau de foliole. Ouais. À l'intérieur de cette feuille-là, j'ai plein, plein, plein de cellules qui constituent cette feuille-là que je tiens dans mes mains. C'est des organismes pluricellulaires. Puis dans une cellule végétale, on a ce qu'on appelle une vacuole, qu'on pourrait comparer à une chambre à air, mais dans les faits, c'est plus une ballonne d'eau. Fait que, elle a de l'eau dans chaque cellule. Il y a une vacuole qui permet à la plante d'être surgescente, d'être gonflée, puis d'être, tu sais, de se tenir de même plutôt que d'être fanée et d'être ramollie. Tu connais ça, une plante qui est fanée, qui est en plasmolyse, là, qui manque d'eau, là? Bon. Mais elle, dans ce cas-ci, dans cette vacuole-là, il y a des sels minéraux, il y a des matières inorganiques, un petit peu organiques et autres. Mais si elle gèle, c'est la même chose que si je rentre une bouteille d'eau dans mon congélateur qui est pleine à ras-bord. Dans le fond, l'eau, elle prend de l'expansion au niveau de son volume. Puis même, elle cristallise, Alex. Fait que c'est comme si ça devenait des petites pointes d'aiguille ou des petites pointes d'épée qui allaient briser la paroi cellulaire. Ce qui fait en sorte que le matin, après un gel, on regarde le plan et on se dit, ah, il y a quelque chose de bizarre, mais il y a de l'air encore vivant. Puis dans la journée, boum, là, OK, la chlorophylle se dégrade assez vite. Le plan noircit avant de brunir. Puis ça y est, c'est foutu, il ne reviendra pas en arrière. Mais dans ces vacuoles-là, tu as des plantes qui vont déposer plus de sucre. Tu sais, si on prend le cas des épinards, ça fait en sorte que son niveau de tolérance au gel augmente parce que c'est comme s'il se rajoutait une couche isolante dans la cellule pour être capable de passer au travers. Puis Mmh. ça, j'en ferai pas la nomenclature aujourd'hui ensemble, mais on les sait, c'est lesquelles, ces plantes-là. Puis normalement, c'est assez bien indiqué sur les sachets de semences, là, j'y reviens, ou dans l'application. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est tolérante au gel, que je ferai un semi-direct, puis qu'au stade cotylédon, quand c'est une plantule, elle va être justement en mesure de passer au travers parce qu'il faut qu'elle ait le temps de métaboliser ces sucres dans ces cellules-là ou les autres matières qu'on retrouve, là. Puis là, je pense que le monde, ils sont en train d'être témoins en direct de comment on conçoit l'application parce que, tu sais, je te parle d'une contrainte informatique d'avoir le nombre de semaines avant ou après le dernier gel pour faire des meilleures suggestions. Je sais que la tomate, c'est 2 et que les épinards, c'est -1, par exemple. Ouais.
Ouais. Mais ce que tu viens de dire, quelque part, illustre le futur de comment améliorer, on va appeler ça un algorithme, même si ça n'en est pas un, où on va plutôt dire, bah, température petit gel, température gros gel, et Ouais, si on a des capteurs de température qui se connectent, à la main verte, et vu c'est ce qu'on prépare, on va pas se le cacher, on va pouvoir dire: «Là, vous pouvez y aller, et là, pas du tout», en fonction exact. de si c'est un gros gel destructif ou un petit Ouais, gel qui peut renforcer la plante, là, c'est ça? exact. Ouais, en gros, c'est pas mal ça. Et j'ai du coup une deuxième question pour toi, parce que c'est très connu, les capteurs de température extérieure qui sont connectés à nos téléphones, et donc plus Ouais. tard l'application La Main Verte. Mais est-ce qu'un capteur de température du sol a plus ou moins de pertinence, ou c'est vraiment l'air dont on parle? Non, en fait, les 2 sont importants parce que la plante, elle a comme une 2 vies, là. Elle a un monde dans lequel elle évolue, puis c'est l'environnement extérieur, donc dans les airs, puis il y a le monde souterrain, tu sais. Tantôt, écoute, regarde, je fais un pas en arrière, on va revenir au matériel pour, les semis. Les fameux Mmh. tapis chauffants, là. C'est-tu nécessaire, c'est pas nécessaire? Ben, moi, la question aussi, je me la pose dans le fond. Parce qu'au moment que tu mets une graine dans une cellule ou dans un terreau, whatever le contenant, ce qui compte, c'est la température de ton terreau. Si je suis dans une pièce où je suis capable de maintenir le 25 degrés, ben, tu sais, vu qu'il y a de l'eau un peu dans ce terreau-là, etc., c'est comme une masse thermique, c'est conducteur, mais mon terreau, il va venir à la même température que la pièce. Mais si j'ai de la Éventuellement, misère oui. à la monter à 25, cette pièce-là, ben là, d'avoir un tapis chauffant que je glisse en dessous de ma caissette ou whatever le contenant, puis qu'en plus, mettons, je vais mettre un dôme transparent ou que c'est dans une étagère, dans une serre, bien là, je viens de me créer un petit microclimat à semi où ce que je suis capable de le monter à 25 degrés. Fait que dans ce Mmh. contexte-là, je te dirais que c'est un bel atout, un bel ajout. Moi, je suis chanceux, chez nous, on a vraiment une pièce à cause qu'on a la ferme dans laquelle on part nos transplants, puis qu'on essaie de jouer un peu avec les températures. Mais encore là, quand on part des fleurs de bonheur en février, puis qu'il aime ça être à 21, quand vient le temps de semer mes tomates, qui aimeraient ça être à 25, je dois, moi, offrir une température moyenne pour l'ensemble de la population. Fait que c'est là, des fois, que je vais utiliser un petit tapis chauffant, dans le fond. Dans les serres, en plein sol, ici, là, les tomates, je serais supposé être à Montre-nous un 18 peu, là. degrés. C'est Les ça. tomates en plein sol, regarde, ils font des tests d'engrais même en ce moment Ouais, au pied ouais, des c'est tomates. cool. Je serais supposé être à 18 degrés au niveau du sol. Bon, je disais que c'est conducteur. Le sol en soi, c'est pas super conducteur, là, c'est plus l'eau qui est à l'intérieur. Mais bon, ici, on a des tuyaux chauffants. C'est malade, là, mais tu sais, qui circulent en boucle fermée pour essayer de réchauffer. Concombre, il va aimer mieux 20 degrés. Fait que si les températures extérieures sont bonnes, OK, mais que le sol en dessous, il est vraiment froid, c'est comme si le plant, là, il va avoir un gros choc ou un gros stress climatique, je ne sais pas si je peux le dire de même, qui Mmh. risque même d'y causer un stress hydrique, parce que si la portion aérienne est plus chaude que la portion souterraine, des fois, ça crée de l'intumescence là, ou de l'œdème, de la rétention d'eau. Le plant, il a tendance à fermer un peu les stomates, qui sont les ouvertures qui permettent les échanges gazeux dans une feuille, en se disant, regarde, je ne suis pas bien, moi, dans mes racines, je vais arrêter de boire de l'eau, je vais calmer le jeu. Fait que là, en fermant ses stomates, il fait des rétentions d'eau, puis ça fait des petites boursouflures. Fait que, excuse si ça a été long, mais pour répondre à ta question, c'est autant la température du sol et du substrat qui est importante que la température de l'air. Mais au champ, au jardin, Alex, est-ce qu'on a le contrôle là-dessus? Bon, pas vraiment. Là. Non, mais on peut s'amuser pour, les geeks comme, moi, de mettre Ben juste oui, ben oui. par plaisir de connaître un peu la science du végétal, c'est pas l'informatique qui est intéressant, c'est plus, Ben, puis, tu sais, c'est là que les sols qui se réchauffent plus vite au printemps sont intéressants mmh, aussi. Des sols plus foncés, des sols sableux. Fait que là, ouais. oups, on peut peut-être être quelques jours d'avance. Ça, c'est chouette aussi. Là. Mais pour rien te cacher, PA, comme je t'ai rencontré à travers ton ancien balado Une chance qu'on Ouais, s'aime, et que pour ceux qui connaissent pas l'histoire, j'ai écouté PA pendant, 2 ans avant d'oser lui écrire un courriel pour qu'on crée ce projet ensemble. Mais il y en a un, c'est avec Denis Lafrance, et qui dit que pour gagner du temps sur ses plantations de melons, il me semble, ou de tomates, il mettait des bâches pour ouais. réchauffer son sol, et que c'était vraiment une fois que son sol était bien chaud qu'il osait transplanter, quitte à mettre des couvertures au-dessus si l'air se rafraîchit, parce qu'il y avait plus de stabilité dans la température du sol. Puis lui, il gagnait quand même quelques semaines, et c'est un pro, on s'entend, Denis Lafrance, c'est une pointure dans le milieu, là. Mais c'est pour ça Ben que je te oui, ben parle de la température du sol aussi. Denis, il avait accès aussi à du matériel horticole de maraîcher qui prenait des petits morceaux ici et là qui n'ont pas.
on les utilise plus sur la ferme parce que c'est pas des assez gros morceaux. Mais bon, tu sais, ça dépend à quel niveau on veut geeker aussi. Tu sais, on peut faire de la Mmh. plasticulture, c'est des trucs qu'on voit en maraîchage. Je trouve des fois, on a peut-être trop tendance à utiliser les plastiques, mais bon, ça, c'est un autre débat, c'est un autre balado. Mais tu sais, des plastiques qu'on appelle photosélectifs, il y en a qui laissent passer la lumière, puis ils vont venir aider à réchauffer le sol. En général, ils sont un peu translucides. Le monde, il pense souvent des plastiques noirs, mais dans le fait, le plastique noir, il absorbe la chaleur au niveau du plastique, Mmh. Mmh. puis il ne transmet pas nécessairement les rayons du soleil vers le sol. Fait que je te dirais qu'il y a des toiles avec plus de transparence vont permettre de faire ça. Puis en plus, lui, il combinait souvent avec d'autres outils, des arceaux, ça peut être des plastiques avec des trous pour laisser passer un peu l'air, l'humidité. Ça peut être avec des couvertures flottantes que j'aime mieux parce que ça, c'est récupérable d'une année à l'autre. Quoique les modèles les plus cheap sont facilement déchirables. Fait que j'aime mieux m'en payer de qualité, mais c'est sûr qu'on peut décider de venir, nous, essayer c'est des cultures abritées, là. Fait qu'on peut essayer de nous-mêmes de venir jouer un peu sur l'environnement externe, puis d'essayer de déjouer une petite affaire à la nature. Est-ce que ça va amener des grands impacts? Peut-être pas de façon significative comme une serre, mais est-ce que ça peut améliorer les conditions de croissance? Certainement, sinon Mh. les maraîchers, les maraîchères ne le feraient pas, là. Bah, en tout cas, moi, je me sens concerné parce que j'arrive pas à faire des grosses tomates, là où je suis. Je suis un peu plus frais que toi Ouais, et ces 2 semaines, elles pourraient faire la différence. Après, je suis très content avec mes tomates, cerises, honnêtement et j'ai pas de serre. ouais. Mais, Ouais, je mais vais là, juste je suis sûr que tu vas avoir une serre éventuellement, c'est ouais, certain. c'est sûr que ça s'en vient, ouais. Non, mais c'est vraiment un Inévitablement, sujet, ouais. ça, puis on en voit qui en ont de plus en plus. Puis je te dirais même qu'il y a des fabricants de serres, justement, destinés aux agriculteurs, aux agricultrices, qui commencent à s'investir dans la construction de serres domestiques. Tu sais. Les serres Ouais. caissiers, je vais les nommer, là, puis il y en a d'autres là, que je vois passer, mais il y a à cette heure du matériel, tu sais, avec leurs outils professionnels, mais downscalés, un peu comme on fait nous autres avec la main verte ou nos amis de l'Académie potagère. Et, l'idée, c'est d'amener de la connaissance agricole, mais à l'échelle d'un jardin. Mmh. Un jour, Vas-y. tu vas l'avoir, puis dans ton rang, il y en a plein de serres. Je le sais, je les ai Mmh. vus. Là. Je fais exprès de rythmer un peu la discussion pour qu'on puisse, Vas-y. finir à l'heure. Mais, je résume quand même. Moi, j'aime bien l'idée que connaître la température, bien sûr, de son air, mais aussi de son sol, c'est un petit geste technique supplémentaire. Puis, pour l'anecdote, quand j'ai lu un livre sur la conservation d'une auteure qu'on espère inviter, la conservation des aliments, un des Ouais. premiers conseils qu'elle suggérait, c'était de mettre un petit thermomètre dans son frigo Ouais. pour savoir s'il a tendance à être dans les bonnes zones qui permettent de tout simplement conserver, tous les aliments qui sont dedans, en bocal ou pas. Excellent. Et honnêtement, j'ai vu que, bah, en fait, régulièrement, ma température, elle était au-dessus de 7, 6, 8 degrés et que c'est pour ça aussi que j'avais tendance à accélérer Ouais. la mauvaise conservation des légumes. Fait que je trouve et honnêtement, c'est un des gadgets, je crois que ça coûtait 4 le petit cap de thermomètre de frigo et je trouve c'est un des objets les moins chers qui a le plus d'impact dans, mon «autonomie alimentaire» entre guillemets, quoi. Mais lui, est-ce qu'il collectait des données ou Non, non, il non, faisait juste. juste, tu sais, j'ai appris à le connaître, tu sais, je l'ouvre, je vois tout de suite la température, c'est dans Ouais. le rouge, donc là, je me dis ouais, Ben, super option. Sinon, méthode encore plus cheap, c'est une bouteille d'eau parce que l'eau, elle ne triche pas la température. Puis on vient mettre à la limite le même thermomètre qu'on utilise pour prendre notre température ou celle de nos enfants. Puis on va le savoir. Tu sais. mmh. Mais je fais une petite parenthèse parce que je sais que tu veux pas que Petite, je m'en fâche, mais les frigos, contrairement à ce qu'on pense, les thermostats qu'il y a là-dessus, c'est pas ma température est stable, 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 stable. Là. C'est pareil ici quand on mesure les températures dans la serre. Tu sais, ça ressemble plus à des dents de scie. mmh. Fait que j'ai des hauts et des bas, puis j'ai d'énormes variations. Un frigo là, à température très stable, ça doit coûter là, les yeux de la tête, puis ça doit être des outils plus utilisés Mmh. en pharmacologie ou en agroalimentaire pour des trucs hyper précis. Là. OK, donc là, PA, je te propose de répondre un peu en blitz aux questions dans le chat. Ouais, Pas enfin, mais bon, on les voit pas particulièrement bien à l'écran, mais je vais te les lire. Est-ce que étioler veut dire effiler? ouais, quand même. Tige, puis espace entre deux feuilles, l'entre-nœud plus long. Fait que oui, on a vraiment l'impression que le plan est mince, effilé. Est-ce qu'un terreau d'empotage utilisé, par exemple, pour les plantes d'intérieur peut être adéquat pour le repiquage? Oui, complètement. C'est souvent même à peu près les mêmes recettes. Terreau de repiquage, dans le fond, c'est quoi? La granulométrie, la grosseur des particules est plus grosse, donc c'est plus drainant. Puis la charge fertilisante, normalement, est plus grande aussi, fait que ça peut le faire.
ensuite de Delphine, il me semble, est-ce que quand on dit qu'un plant est à maturité, c'est qu'il est prêt à être transplanté au jardin après la période Oh! d'acclimatation? Ah, OK. Ben, un transplant qui est à maturité, on peut, oui, le voir de même. En général, la maturité est plus maturité de récolte, je dirais. Mais on peut l'interpréter de deux façons. Moi, j'ai pas de souci. C'est peut-être moi qui utilisais ce terme-là, mais en tout cas, ouais, c'est Ouais. peut-être qu'on l'a dit Ben, d'ailleurs. regarde, c'est des stades. Fait que les stades, on les nomme, tu sais, cotylédon, 2 premières feuilles. Un stade transplant, on le sait un peu en fonction des différentes cultures. Puis ici, mon stade, c'est maturité. La dernière, elle est pour moi, PA, désolé. Il est où ton chiffre, qui caractérise le gel dans l'application? Ça, c'est Jasmin, je reconnais, l'icône. Il est caché. On a des chiffres comme ça qui servent juste pour, les algorithmes des suggestions des dates et on n'a pas trouvé pertinent de les afficher. Peut-être qu'on pourrait, mais on fait aussi attention à pas surcharger d'informations inutiles. Ça, c'est Hem, difficile. ouais, Ouais, ouais et bah, c'est sûr que peut parler brièvement de ça, mais en concevant la main verte, c'est énormément de, entre guillemets, «responsabilité» ou de stress d'afficher des choses qui peuvent paraître déterministes ou la ouais, science infuse, alors que nous, on a plutôt une posture que ça ne l'est pas. Qu'à certains endroits, on va dire, «Dites-nous si ça fait pas sens pour vous, dans votre ouais. région, pour ce cultivar et autres», mais voilà, toujours à prendre quand même à la pincette puis Ben, le défi, c'était de la garder simple et intuitive. Honnêtement, moi, dès que je vois des outils qui me perdent parce qu'il y a trop d'options, de cliquage, tu sais, ça me perd complètement. Fait que là-dessus, je pense tous les deux, mais c'est toi le codeur, le développeur, tu sais, on était vraiment à l'écoute, à savoir s'il faut ajouter ci ou enlever ça, puis etc., pour que ça reste fondamentalement friendly user, là, tu sais, on va le dire de même, là. puis pour ceux qui te connaissent bien, tu es quand même connu pour être monsieur nuance, qui OK? refuse souvent Qui refuse souvent de donner une réponse ferme alors qu'elle est simpliste, alors qu'elle est complexe. Puis des Ouais. fois, on peut avoir la sensation inverse dans l'application, mais Ben, c'est on là, est quand les gens m'écrivent dans le chat, là, je peux des fois en mmh, donner plus. Puis quand je vois que c'est trop long, écrire des nuances, ben, j'envoie un message vocal. Je trouve ça plus simple. Regarde, là, on vient de faire un 40 quelques minutes ensemble. C'est ça la beauté aussi des balados, des podcasts. Une chronique en moteur de recherche, c'est 8-10 minutes. Puis là, avant, je me réécoutais à cette heure, je ne m'écoute plus. Puis je me disais, ah, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Ça finit pas. Les gens peuvent envoyer des commentaires qui sont tout à fait à propos puis qui ont tout à fait raison, mais à cadrer ça dans 8-10 minutes là, de la science, on veut de la nuance, mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas un débat non plus ou un monologue qu'on veut. Là, fait que faut doser tout ça. Mais la mmh nuance, c'est super important. En science, on n'a pas le choix. et on a une autre question sur, la différence entre la zone 3 et 4A. Vas-y. Tu le sais que c'est ma préférée, ouais. Francine, les zones, alors déjà, on a un balado complet qui s'appelle, «Faut-il se tatouer sa zone de rusticité sur sa tête?» qui est plutôt la saison 3 qui est humoristique, on va dire, 2 pardon et nous, on n'est pas des grands, croyants dans la pertinence totale des zones de rusticité, plutôt en faveur d'écouter son microclimat comme on vient de discuter. Mais moi, ce Ouais, que j'ai trouvé le plus intéressant dans les zones de rusticité, c'est que quand on dit 3 ou 4, moi, en fait, j'entends 30 ou 40 parce que la zone de rusticité, c'est un ouais, chiffre qui est évalué de 0 à 100 et quand on dit 3A ou 4B, c'est déjà une simplification et en fait, 3A, c'est de 30 à 35 et 3B, c'est de 35 à 40 et cetera et cetera et ce chiffre, il est calculé selon 7 variables, notamment le manteau neigeux, les extrêmes de froid, les rafales de vent et au plus ce chiffre est bas, au plus il y a des chances que, la plante va devoir être profondément rustique pour supporter une zone. Donc, comme PA il disait, toi tu es en 5B, c'est ça? Normalement, c'est ce que le Mmh. système me dit, mais vu qu'on est comme dans une baissière, là, entre deux montagnes, dans notre vallée, ben, nous autres, le froid, il a tendance à descendre. Fait Ouais, qu'on, je trouve que je ressemble plus à un 4 qu'à un 5 dans le fond, là. c'est ça. Tandis que, moi je suis 4, donc au plus le chiffre est faible, au plus c'est bas. Mais je pense que nos 2 messages, c'est que c'est issu de 7 variables, Ouais. climatiques et le deuxième, c'est écouter son microclimat plus de se baser, totalement sur, les zones de rusticité. Tiens, je vais emmener ma nuance agronomique. Tu sais, si on Ouais. fait des radis, que les zones de gel, on est en plein été, des laitues, on s'en fout un peu. Mais quand on arrive avec des cultures plus longues de croissance, comme les tomates, là, ça peut commencer à jouer un peu plus. Mais encore plus vrai, c'est les cultures pérennes. Fait que si je vais acheter des arbres fruitiers, puis que, je ne sais pas, moi, un poirier il est supposé être que je suis en zone 3, il va mourir l'hiver.
Fait que si on est direct, pour oui. faire une dépense d'un 100 mettons 150 parce que ça va vite, là, le prix des fruitiers, ben là, oui, j'en tiendrai vraiment compte parce que je ne veux pas me retrouver à payer dans le beurre puis avoir des plants qui meurent, là. PA, si ça te va, on va terminer sur un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est que tu es dans une serre ultra technologique, ultra haut de gamme qui défie toutes les lois climatiques du Québec en ce moment même, en février. Ouais. Et que quand je t'ai proposé de parler du matériel que tu suggérais pour réussir ces semis, tu as plutôt penché sur, bah, on n'a pas forcément besoin de grand-chose. Alors, je te propose de terminer sur un peu la notion de matériel en 5-10 minutes maximum, là. Bon, ben, une caissette, du terreau, des bonnes semences. C'est les trois trucs que ça prend. Après, l'éclairage, c'est sûr. Tu sais, si tu as une fenêtre au sud, ça le fait, mais en ce moment, c'est le fun au mois de février parce qu'on le sent, là, les journées qui rallongent. Mais des transplants qui ont besoin de 16-18 heures de lumière, on ne l'a pas encore à l'extérieur. Est-ce que l'éclairage d'appoint est nécessaire? Peut-être pas, mais personnellement, je l'utilise parce que c'est vrai que ça m'aide à faire des plus beaux transplants. Si je suis en étagère, les lumières LED, les néons T5, ça, c'est la grosseur du tube. Honnêtement, je trouve qu'ils sont plus chers, mais si on investit pour un long terme là, quand même, c'est pas comme si on les gardait allumés à l'année longue. Là, fait que la durée de vie elle va être excellente. Là, je pense que des LED, on n'en verra même pas le bout. Ils ne dégagent pas de chaleur. Fait que là, je peux les mettre à 15 centimètres de mes plants, les mettre très proches parce qu'ils ne viennent pas jouer un peu sur la dynamique de la chaleur. Sinon, il y a d'autres néons Horticol T5 qui ne sont pas nécessairement des LED qui vont être bon marché. On peut en trouver, nos amis semenciers en ont, les amis de chez Fortier aussi en ont, les quincailleries en ont, etc. Le truc que je me méfie le plus, c'est les espèces de lampes araignées Cossin à 20$ sur Amazon. Puis là aussi, pense-y, là, ça te prendrait quasiment une lampe par section ou par plan. Fait que, c'est pas magique, là. Donc, il va falloir en acheter plusieurs aussi. Donc, l'éclairage artificiel ou d'appoint peut être intéressant. Nous, chez nous, on n'a pas nécessairement l'espace étagère, ou du moins l'étagère qu'on a est vraiment collée au sud. Fait que ça va être plus tard rendu avec les transplants qu'on va partir en mai, mettons, ou en fin avril, qui vont être proches de cette fenêtre-là. Nous, on a une grosse lampe au plafond dans notre pouponnière. On est chanceux, on est à la campagne, là, je vais le dire. Mais quelqu'un dans un sous-sol, une grosse lampe placée à 2-3 mètres de hauteur va couvrir quand même des surfaces appréciables. Ça, au besoin, on se le chatte, là, mais finalement, elle, tu ne peux pas la mettre sur un étagère parce qu'elle dégage trop de chaleur, mais dans ta pièce, ça peut couvrir vraiment beaucoup puis t'assurer d'avoir une belle croissance aussi. Tapis chauffant, j'en ai parlé, c'est variable. Les dômes, ça peut aider à garder de l'humidité relative élevée. Puis là, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens s'achètent des petites serres en quincaillerie avec des plastiques. Ça aussi, ça peut garder l'humidité. Fait que des petits outils comme ça, je te dirais, mais la base, c'est vraiment caissette, terreau, semences de qualité, puis ça ne prend pas grand-chose. C'est bon de le rappeler, puis on va mettre quelques liens de produits qu'on utilise, personnellement. Ouais. Pour être en toute transparence, on n'est pas payé pour, vous dire ça ou mettre, ces liens et moi, j'ai donc tu as nommé le Sun Blaster, là, le T5 notamment? Ben, c'est une bonne On peut le compagnie, là, nommer, ouais. mais des fois, ça peut être le fun de faire une visite au centre jardin puis aller échanger avec un conseiller ou une conseillère sur place. Tu sais, pourquoi pas? Mais Sun Blaster, c'est Mmh. quand même une compagnie assez reconnue. Mais toi, tu as un autre avis ou une autre Bah, suggestion? c'est juste que moi, je trouve que rendu à 3-4 ans de jardinage, les trucs où, par exemple, c'est le prix est bon, la fonction est bonne, mais la durabilité est pas bonne, ça commence à m'énerver. Ouais, bon, ben là, Heu, peut-être de payer pour la qualité à ce moment-là, si on s'investit, là. mmh. Fait que moi, je mettrais mon lien d'un néon de lumière, j'ai pas la marque en tête pour tout vous dire, mais quand je l'ai vu, j'ai dit: «Celui-là, il va me durer 10 ans, peut-être 20 ans». Ouais, ouais. Tandis que le Sun Blaster, tu vois, quand je le déplace, paf, le néon, il tombe, j'en ai cassé un. J'ai dû refaire les connexions, électriques parce que ça s'est dénudé, à peine, en le bougeant un petit peu. Pas Ça, bon. je trouve qu'avec les années puis j'ai même ramené un plateau de semis ultra robuste que tu sais, que tu peux Ouais. porter à une main et qui tombe pas comme de la pâte à modeler. Ben, tu vois, il y a deux trucs là-dedans. Je voyais que tu avais ta caissette multicellules, puis en dessous, tu as un plateau de transport. Moi, Mmh. tu vois, le plateau de transport, on l'utilise plus ou moins, là. C'est une bonne caissette rigide de qualité que tu vas nettoyer, désinfecter avec une dilution d'eau de javel en fin de saison, enlever le gros des débris. Pour Ouais, vrai, ouais, ouais. c'est le top. Tout ce qui est comme en plastique mou, là, thermomoulé cheap, ça vaut rien, là. Ça, c'est nono, c'est enfin, en tout Voilà. cas, au bout de quelques années.
Mais c'est ça, tout ça pour dire qu'on a créé un nouvel espace qui va vous suggérer des produits qu'on utilise. Ça s'appelle coupdecoeur.alainmainverte.ca. Puis on va vraiment mettre des choses qu'on aime et d'ailleurs qu'on vend pas. C'est juste des liens vers les autres partenaires ou pas. Si on ne sait pas où l'acheter, il y a certains livres, on ne sait pas où les acheter au Québec, bah, il sera juste nommé. Ah, mais t'as-tu Mais des membres de la communauté? Ce serait cool, ça. bah oui, ceux qui ont des super produits, communiquez-le nous parce qu'on a plutôt bien avancé sur le sujet connaissance dans l'application, mais pas Ouais. sur le sujet équipement et les 2 sont bien sûr, corrélés. Ben, c'est ça. Écoute, ça, je le dis souvent. Il y a le savoir, le savoir-faire, mais à un moment donné, ça les prend, là, les outils, là, les équipements. C'est ça pareil. Là. C'est des intrants Mmh. là, qu'on appelle en agriculture, puis ça en prend. Là. Le terreau, regarde, je vais y aller aussi. Il y en a plein, là, des bons terreaux. Ça, j'irai en centre jardin aussi. Puis de ne pas trop se casser le bicycle. Un terreau à semis, c'est prêt à être juste rempli tes caissettes, puis let's go, Mmh. on sème dedans. Là. Il y a pas, t'es pas obligé de refaire des recettes. Là. Et bah, je propose qu'on se laisse là. Je vais quand même nommer le livre de Jean-François Lévesque, du fondateur Ouais. d'Ecoumène, qui vient de sortir juste après le livre de l'Académie potagère. C'est 2 très beaux livres de 2 équipes et personnes, de grandes compétences et passion pour le monde végétal. Enfin, qu'on le mettra également dans le lien de la vidéo. Et désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions, mais vous pouvez toujours, copier-coller vos questions dans le chat de La Main Verte. Puis, je suis sûr que PA, entre 2 Je tomates vais répondre cerises. avec plaisir. Là, c'est parfait. Moi, j'ai un cours dans 20 minutes sur la lutte intégrée. Fait qu'à un moment donné, on fera un balado sur la protection contre les ravageurs, les maladies, avec une approche intégrée, préventive et pas juste curative. Oh, la totale. Ça, c'est un bon teaser. Voilà. Allez, à bientôt PA. Merci encore et très C'est bonne bon. journée. Cool. Salut. Merci, Alex. Salut tout le monde.